Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Quentin Crépy. Il est cofondateur et CEO de RenFi. Comment tu vas, Quentin ? Bonjour Romain, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation et ça va très bien, je te remercie. J'espère que toi aussi. Yes, écoute, je suis en pleine forme. Moi, j'ai toujours la patate quand j'enregistre un épisode, donc on va passer un bon moment, j'en doute pas. Ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3 ? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, moi, j'ai commencé par un bac pro électricien que j'ai fait donc pendant 3 ans. Ensuite, je l'ai eu. J'ai fait une saison de moniteur de ski et ensuite, je suis parti au Canada faire une formation de pilote de ligne où j'ai eu mes licences là-bas. Donc, du coup, je me suis rabattu en fait en tant qu'électricien en fait en Suisse, en attendant que les choses aillent mieux. Et suite à ça, j'ai eu des soucis de santé où j'ai eu une hernie discale au cervical où j'ai été mis en arrêt pendant longtemps. Et c'est au même moment en fait que j'étais re-rentré dans les cryptos où j'ai rencontré du monde et on a monté des projets ensemble. Et ça a commencé à bien marcher. Et voilà quoi. En fait, ça faisait déjà longtemps que je connaissais les cryptos. Ça faisait depuis 2013 où j'étais dedans et de manière beaucoup plus active depuis 2015 quand j'ai compris qu'il y avait réellement quelque chose derrière. Parce qu'en 2013 c'était plus compliqué. Il y avait beaucoup moins d'adoption déjà. Et voilà quoi. En fait, depuis 2015, en fait, j'ai toujours suivi beaucoup la chose. Et c'est depuis fin 2020 que j'ai commencé à m'y consacrer. Presque à plein temps quoi, en fait. À partir du moment où j'étais en arrêt de travail, c'est là où j'ai complètement focus là-dessus. Alors, merci pour l'intro. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fait qu'en 2013, quand même, tu commences déjà à diguer et puis à faire des choses dans cet écosystème-là? Parce que je pense qu'on a tous plus ou moins entendu parler déjà du BTC à cette époque, mais finalement peu en ont acheté. Est-ce que c'était du coup via le BTC que tu es rentré ou il y avait déjà d'autres choses? Enfin, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Ouais, tout à fait. Alors oui, c'est par le BTC que je suis rentré, parce que j'en avais entendu parler en fait, ouais, comme tout le monde. Et en fait, à l'époque, je faisais pas mal de bug bounty ou de travaux, des scripts ou autres en Python. Et souvent, en fait, la rémunération, elle se faisait en Bitcoin, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu, sauf qu'à à ce moment-là, j'étais même pas majeur, quoi. Donc c'était bien parce que ça me permettait, en fait, de me faire de l'argent sur le côté. Le souci, c'est que c'était compliqué de le sortir vu que j'avais même pas de compte en banque. Mais en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans. Et en fait, non, je le vendais instantanément quoi, dès que j'en avais parce que j'y croyais pas du tout. À chaque fois qu'on en entendait parler, c'était sur le darknet. C'est pour ça que le Bitcoin était connu à la base parce qu'il servait que sur le darknet pour des trucs pas forcément très nets. Du coup, j'avais pas trop confiance en ça en fait. Et c'est qu'en 2015, quand je me suis réellement plongé, que j'ai commencé à digue un peu plus la chose et comprendre comment ça marchait et pourquoi ça marchait en fait déjà à la base. Parce que en 2013, j'étais persuadé que ça se casserait la gueule tôt ou tard. Et vu que c'était jamais arrivé, j'ai creusé un peu plus sur la techno qu'il y avait derrière. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait réellement quelque chose. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai suivi la chose de manière assidue, on va dire. Ça marche. Bah écoute, en tout cas, bravo d'avoir été aussi early sur l'écosystème. Alors, peut-être avant qu'on parle de ton actualité du projet RenFi, est-ce que tu peux peut-être nous parler justement de tes réalisations un peu significatives que tu as eues avant ce projet-là? Peut-être, je pense que ça peut être intéressant aussi que tu nous partages notamment sur Solanart, parce que bah, voilà, quand on s'était rencontrés cet été, tu m'avais raconté un peu cette aventure folle et ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir quelques mots aussi sur ça. Bien sûr. Alors en fait, mon parcours sur Solana, il avait débuté avec le airdrop du COP, ça s'appelait COP, COPE. Et en fait, c'est comme ça que j'avais découvert Solana, où donc c'était une chaîne qui était avec des fees très très faibles, enfin des frais de transaction très faibles et une rapidité euh, folle. Enfin, c'est-à-dire en quelques secondes, la transaction était validée. Et donc c'est comme ça qu'on a découvert la chose. Et suite à ça, on a décidé de lancer une collection de NFT dessus, parce qu'il y en avait, il me semble, 2 à l'époque, et on a lancé donc une collection qui s'appelait les Solpunks, qui a été la première collection à sold out sur Solana. Et c'est comme ça en fait que Solanart est né, quoi. En fait, c'était pour à la base répondre à la demande des Solpunks qui avaient besoin d'une marketplace. Et suite à ça, en fait, il y a eu pas mal de grosses ventes qui se sont faites, qui ont attiré d'autres personnes, qui ont créé d'autres projets de NFT.
et ainsi de suite, en fait. Et de fil en aiguille, on est passé de 10 utilisateurs par jour avec Solanart quand on l'a sorti fin juin 2021 à plus d'1 million d'utilisateurs par jour en mi-août, quoi. Donc en un mois et demi, on a eu beaucoup, presque trop d'utilisateurs. Et voilà, et c'est comme ça que Solanart est né, en fait. Et voilà, c'était la première et la plus grosse marketplace sur Solana sur 2021 et début 2022, où on a fait quasiment 2 milliards de dollars de volume en vente. Donc voilà, c'était un beau projet c'était un beau baptême du feu, on va dire, parce que j'avais aucune connaissance en dev. En fait, j'ai appris à développer sur le tas, on va dire qu'en fait, je savais pas coder en Rust et j'ai appris à coder le Rust pour faire Solanart, et pareil pour le back-end, etc. Tout ce qui permet de faire fonctionner ça, en fait. Et sinon, après, on était plusieurs développeurs sur la partie front-end, en fait, donc site internet, etc. Et voilà, donc ça m'a fait un beau baptême du feu, et c'est avec ça, en fait, que j'ai acquis l'expérience pour derrière monter Rainfy, qui répondait, lui, à une autre demande, en fait, plutôt que seulement une marketplace. Ok, bah écoute, assez incroyable. En tout cas, j'imagine que ouais, vous avez dû avoir des grosses sueurs et des moments assez chauds avec une telle croissance à ce moment-là. Ah, carrément, Euh, ouais, ça m'a coûté quelques années de ma vie, je pense. Je pense pas que je vivrai aussi longtemps que la plupart des gens en termes de stress et très, très peu de sommeil, en fait. C'est surtout ce dont je me souviens, quoi. C'était des nuits entrecoupées, quoi. C'était 2 heures max de sommeil si on se faisait pas réveiller parce qu'il y avait un bug qui paralysait tout le site ou un exploit ou autre. Enfin, on a tout eu, en fait. Donc là-dessus, on a été très vite vaccinés à ce genre de choses, ouais. Mais ça reste une belle expérience quand même, mais c'était très stressant et énormément de travail, quoi. C'était 20 heures par jour minimum en permanence, donc compliqué, mais c'était une belle expérience, ouais. et du coup, peut-être juste pour avoir une idée, tu vois, pour faire tourner une marketplace comme ça, quand ça a plein volume et tout, tu disais vous étiez à, je crois, 2 milliards de volume. Vous étiez combien à gérer ça? Tout compris sur la com, la tech et puis le marketing, etc. Alors au début, en fait, on était 4, donc 3 personnes actives et une qui nous aidait un petit peu. Et on avait plusieurs modérateurs, en fait, sur Discord, notamment qui s'occupaient du support, en fait, donc les utilisateurs qui avaient des problèmes. Et c'était surtout les modérateurs qui avaient beaucoup de travail, mais l'avantage, c'est que c'était quand il y avait un souci, je m'en occupais moi, et ensuite le modérateur prenait le relais. Et puis vu que c'était souvent les mêmes erreurs qui étaient souvent liées à des erreurs utilisateurs plutôt que de notre côté, en fait c'était facile pour eux de gérer le truc, parce que c'était souvent du copier-coller les réponses, parce que les problèmes étaient souvent les mêmes, par exemple les wallets qui n'ont pas assez d'argent, etc., qui veulent acheter. Et voilà quoi, en fait. Mais du coup, ouais, au début on était 3 et demi, on va dire, et avec des modérateurs. Et au maximum on a été une trentaine, je dirais. Mais on a scale très tard, en fait, parce qu'on avait, enfin surtout moi, j'avais super peur de recruter quelqu'un de pas fiable, en fait, qui envoie un faux lien ou quoi sur le site pendant la nuit. Et avec le trafic qu'on avait, où il y avait à peu près entre 20 et 40 000 personnes en permanence sur le site, voilà, je te laisse imaginer les dégâts que ça ferait d'envoyer un lien de scam dessus. Et pire, côté programme, en fait, de carrément mettre quelque chose qui dans le code qui ferait que ça volerait l'argent des gens. Donc c'était surtout ça le vrai problème, et pour ça aussi qu'on n'a pas recruté tôt, en termes de développeurs, en tout cas. Et voilà, mais on a quand même su gérer, même si le souci, c'est qu'on avait absolument aucune vie sociale, quoi. Il y avait plus rien, ni vie privée ou quoi que ce soit. On faisait que, on se levait, on travaillait, et on arrêtait de travailler, on allait se coucher. C'était aussi simple que ça. Donc c'était compliqué à gérer, mais ensuite on a scale, et ça nous a beaucoup aidé, quoi. Yes, ok, bah merci pour le partage. Et effectivement, ouais, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui revient aussi de tous les builders qui passent dans le podcast, c'est que bon, voilà, quand un projet marche et tout, et que, enfin, même des fois quand il marche un peu moins bien, c'est aussi beaucoup d'abnégation. Et faut en être conscient quand Ouais, on s'engage, c'est que ouais, les marchés dorment jamais. Et ouais, c'est vraiment prenant tout le temps, quoi. complètement, ouais. Yes. Alors, du coup, c'était forcément sur l'écosystème Solana. Alors, il y a eu une grande période de vide, de perte de confiance sur Solana. Et puis là, bah, dans les dernières semaines, voilà, c'est clairement l'écosystème qui refait parler de lui, on va dire, de manière forte. Du coup, on va peut-être, ça fait le lien aussi du coup avec ton projet actuel qui est Renfi, qui est aussi construit sur l'écosystème Solana. Bah, voilà, est-ce que tu peux peut-être nous parler maintenant de ce projet-là, et puis aussi peut-être pourquoi tu as souhaité continuer builder dans cet écosystème-là et pas aller comme beaucoup sur Ethereum ou sur les L2 d'Ethereum par exemple. Alors ouais, bonne question. Bah, en fait, c'est parce que déjà en premier lieu, bah, j'avais l'expérience, en fait, de Solana, donc c'est là-dessus que j'avais fait mes armes, on va dire, et où j'avais une bonne connaissance, en fait, de la blockchain et de son fonctionnement général, de la communauté, etc. Parce que c'est pas du tout les mêmes communautés entre Ethereum et Solana. Je trouve Solana est quand même beaucoup plus immature, on va dire, en termes de projets, communauté, etc. Mais c'est ce qui fait aussi sa vivacité, on va dire, en termes de variété de projets, etc. Parce que tout se fait beaucoup plus vite, j'ai l'impression, que sur Ethereum. Ethereum, on va dire que c'est un gros mastodonte et que des projets, il y en a énormément de nouveaux, mais sur Solana, tout est assez nouveau, en fait. La chain existe depuis un peu plus de 3 ans en live, il me semble, en mainnet.
mais ça fait que 2 ans que des projets build dessus et donc ça fait qu'il y a une chance sur, 3 pour que quand un projet sorte, ce soit le premier de son domaine, on va dire. Donc ça fait que il y a peu de compétition au début et que, elle arrive très vite par contre la compétition, une fois qu'on a trouvé un marché. Donc ça rend je trouve la chain très, très vivante et c'est aussi un endroit où il y a beaucoup d'innovation, je trouve, par rapport à d'autres blockchains parce qu'il y a énormément de possibilités, sur Solana qu'on peut pas faire sur, Ethereum, par exemple. Déjà en 1er lieu, c'est déjà les faibles frais, de transaction puisqu'ils sont à moins de 0,005 centimes, même encore moins que ça. Donc ça la rend accessible en fait à tout le monde et on n'est pas du tout sur une dynamique comme, Ethereum où il faut, en pleine période d'utilisation de la blockchain, on peut se retrouver des fois avec des frais de 80 $ par transaction où ça, c'est juste pas possible, sachant que la plupart des gens qui rentrent en crypto rentrent avec 20, 50, 100 $. S'ils passent les 3 quarts en frais de transaction, c'est juste mathématiquement pas possible. Donc là-dessus, déjà sur Solana, c'était ça qui m'a attiré, plus la techno en elle-même, en fait. Le fait que ce soit si rapide, ça, moi, je trouve ça génial. Et surtout, voilà, les faibles frais de transaction, ça aide énormément pour acquérir des nouveaux utilisateurs. Et aussi avec les possibilités de développer un petit peu ce qu'on veut, quoi. C'est très, très malléable comme blockchain, surtout en termes de smart contracts, qu'on appelle des programmes là-bas. Ça permet de faire beaucoup de choses qu'on peut pas faire sur Ethereum, en fait. Je savais pas à l'époque ça, mais c'est avec le temps où j'ai commencé à apprendre un peu le Solidity que je me rends compte qu'on est très vite limité sur Ethereum et que tout coûte très très cher dessus. Alors que sur Solana, c'est beaucoup moins cher et donc beaucoup plus intéressant. Donc voilà pourquoi j'étais resté sur Solana. Et puis aussi, évidemment, grâce à mon expérience que j'avais avec Solanart, c'était beaucoup plus simple en fait de rester dessus. Donc, mais c'est pas pour autant qu'on abandonne EVM. On est en train de bosser sur une version EVM avec Rain. Et voilà qu'on est censé sortir là normalement en début d'année 2024. Yes, bah écoute, en tout cas, c'est cool d'avoir l'avis d'un vrai builder de Solana là-dessus. Ça amène plein de points intéressants. Bah du coup, est-ce que maintenant tu peux nous parler de RenFi? Voilà, explique-nous quel est ce nouveau projet, ce que vous proposez et puis où vous en êtes. Alors, RenFi, en fait, c'est une plateforme de lending en peer-to-peer, donc NFT et DeFi, donc sur des tokens aussi, où n'importe qui peut venir et créer une pool de liquidité, donc dans laquelle elle va mettre ses fonds, et ensuite, grâce à cette pool, elle pourra prêter sur plusieurs collections de NFT en même temps, donc jusqu'à 50. Donc des collections de NFT ou des paires de tokens. Donc par exemple de l'USDC contre du Sol, de l'USDC contre du Bonk ou du Samo ou des Memecoin. Et en fait, au lieu d'avoir un système par order book comme tous les autres protocoles de lending fonctionnent, c'est-à-dire qu'on crée une offre comme quoi on offre tant de sol pour tel NFT, et ensuite il faut quelqu'un qui vienne accepter l'offre en face. Ici, on crée une pool, par exemple, avec 100 sols à l'intérieur, et on peut choisir 50 collections sur lesquelles on prête à des taux différents, avec des intérêts qui sont customisés aussi. Donc, on peut choisir le montant, la durée, etc. On a énormément d'options. Et en fait, ça permet d'avoir 100 sols qui sont alloués à 50 collections en même temps, ou 50 types d'assets plutôt, au lieu d'avoir des fonds qui dorment dans une seule offre en attendant que quelqu'un vienne l'accepter. Et aussi, ça permet d'automatiser tout ce process, qu'on n'a pas besoin de revenir tous les jours mettre à jour ses offres pour rester en compétition avec les autres. C'est que là, on crée une pool, on met ses intérêts et tout fonctionne tout seul, tout est automatique en fait. Un peu comme des pools de swap finalement, au lieu d'aller sur un order book classique pour vendre ses cryptos et où on met des ordres en espérant qu'ils soient pris. Là, on crée une pool, on met la liquidité dedans et on attend de gagner des intérêts. Et si la personne rembourse pas son emprunt, en fait, derrière, vous récupérez le NFT ou le collatéral qu'elle avait mis. Donc, ça peut être par exemple du sol ou peu importe. Le principe, c'est que chaque utilisateur a sa propre pool. Donc, les fonds ne sont pas mutualisés et il n'y a pas d'APY fixe à 5 ou 10%, quoi. L'APY est en général beaucoup plus gros. On est sur entre 80 et 100% d'APY en moyenne parce que justement, il n'y a pas de liquidation basée sur le prix du collatéral, enfin sur la valeur du collatéral. Donc, c'est une autre méthode en fait d'investir, on va dire, qui est plus risquée pour celui qui prête, mais qui est beaucoup plus attractif pour l'emprunteur, qui lui est prêt à payer des intérêts élevés pour pouvoir profiter de ça. Et donc, ça permet aux prêteurs d'investir moins cher donc sur des projets quand il y a quelqu'un qui rembourse pas son emprunt. Et ça permet à l'emprunteur d'emprunter sur à peu près tout ce qu'il veut facilement et rapidement, quoi, en fait. Et côté emprunteur, justement, l'interface est très très simple puisqu'on reprend la même que celle par exemple d'Uniswap ou de Jupiter sur Solana, c'est-à-dire sous forme un peu comme si on allait faire un swap, sauf que c'est du lending dans lequel on monte les meilleures offres qui existent et la personne a juste à choisir celle qu'elle veut et accepter. Et voilà, en moins d'une minute, en fait, on peut prendre un emprunt facilement et sans avoir à déposer de l'argent, un collatéral, etc., puis emprunter derrière, qui rend, je trouve, le process très compliqué pour les nouveaux utilisateurs en tout cas. Notre but, nous, c'était vraiment d'aller target les gens qui ont peu d'expérience, mais assez quand même pour comprendre ce qu'ils font, quoi. C'est d'être dans cet entre-deux-là. Et voilà ce qu'on fait. On propose aussi d'ailleurs du buy now, pay later.
donc des mortgages en fait plus ou moins sur les NFT, où ça permet à une personne d'acheter un NFT sans avoir le montant total en fait du prix du NFT dans son wallet. Donc par exemple, si un NFT est listé à 100 sols, on peut l'acheter par exemple avec 20 sols, et ensuite on a 7, 15, 30 jours suivant l'offre du prêteur pour rembourser le montant restant. Donc ça permet de rentrer en fait sur des collections rapidement. En fait, si on n'a pas forcément les fonds tout de suite, mais qu'on est censé les avoir dans 7 jours, bah, ça permet d'acheter un NFT moins cher s'il en vaut la peine en fait. Voilà l'idée globalement. Yes, bah écoute, c'est hyper intéressant en tout cas. Merci pour l'explication très claire. Merci à Euh, toi. Peut-être tu pourrais nous donner quelques chiffres clés aujourd'hui d'où vous en êtes, je sais pas, en nombre de users, peut-être de TVL, etc. Voilà, pour qu'on situe un peu l'ampleur du projet. Ouais, pas de souci. Ouais. Alors la TVL, on est aux alentours de 800 000 dollars en ce moment, où ça bouge pas mal en fait, surtout depuis que Solana a repris des couleurs, on va dire. Donc en termes d'utilisateurs, pareil, on a environ 4000 utilisateurs actifs, donc wallet qui ont interagi et qui interagissent régulièrement avec la plateforme. Et en termes de volume de loan par jour, on est entre 100 et 300 000 dollars à peu près. Ça varie beaucoup en fait en fonction des demandes en fait qu'il y a. Suivant les périodes, quoi. S'il y a une nouvelle collection qui sort, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des emprunts dessus ou qui vont chercher à en acheter. Et donc, on mise beaucoup là-dessus. Et voilà quelques chiffres en soi. C'est ceux qui me viennent maintenant à l'esprit. Tu disais tout à l'heure que quand tu builds sur Solana, tu es souvent allé dans les trois premiers à builder justement sur ce domaine-là. Alors sans forcément citer les concurrents, c'est pas l'objectif, mais aujourd'hui, sur ce que vous faites, Mhm. est-ce que vous êtes les seuls ou est-ce qu'il y a déjà aussi deux, trois autres concurrents qui font ça? Alors oui, on est les seuls, ouais, avec un système de pool. Je sais qu'il y en a un autre qui utilise un système similaire, mais c'est plus des perpetuals sur NFT, enfin du lending en utilisant avec perpetuals. C'est différent en fait de nous, mais ouais, en système de pool où on met sa liquidité quelque part et derrière on choisit sur quoi est-ce qu'on veut prêter. On est les seuls dans ce domaine-là. Et voilà, tous les autres utilisent encore des order books qui sont, je trouve, pas très efficaces, on va dire. Quand c'est quelqu'un qui a 2000 sols à prêter, on va pas aller faire 20 offres par jour à chaque fois sur des collections, parce que c'est quand même assez chronophage, quoi. Donc non, on est toujours les seuls dans notre domaine. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais on a aussi un module qui peut être intégré en fait en marque blanche sur n'importe quel site, pour que le site puisse lui-même prêter en fait à ses propres utilisateurs en utilisant la pool qu'il a créée, donc. Et ça permet en fait d'être intégré en marque blanche sur n'importe quel site facilement, quoi, avec l'équivalent de 10 lignes de code à ajouter à son site internet. C'est un peu comme un widget, quoi, finalement. Donc et ouais, on est les seuls en fait sur notre secteur pour l'instant. Ouais. Alors je sais qu'il y en a d'autres qui travaillent dessus, mais pour l'instant on les a pas encore vus. Ok, bah écoute, parfait, vous aurez de l'avance comme ça. Et peut-être sur les deux, trois grosses next steps qui arrivent, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je dirais que la première, ce serait EVM, qu'on est censé sortir, justement, là, je le disais au début, c'est normalement d'ici 1 ou 2 mois, on est censé sortir une version sur EVM. Derrière, une autre grosse mise à jour qui arrive, c'est le système de droplet, donc de points, parce qu'on a un système de points en fait pour nos utilisateurs, où derrière il y aura des rewards et potentiellement un airdrop un jour qui sera rattaché à ça, où les gens en fait en utilisant notre plateforme gagnent des points, et grâce à ça, voilà, ça permet d'établir un classement et d'avoir nos utilisateurs les plus actifs, ou ceux qui prêtent ou empruntent le plus. Et derrière, le troisième point, je dirais que ce serait le margin swap, qu'on est censé sortir sous peu, je dirais le mois prochain, normalement, si tout va bien. Ça, c'est un peu une exclue, je l'avais dit nulle part ailleurs avant. Mais en fait, le margin swap, c'est une sorte de buy now, pay later, sauf pour des tokens, en fait, où ça permet d'acheter 1000 sols, par exemple, avec un deposit d'équivalent de 200 sols, par exemple. Donc avec 100 dollars, qui est le prix du sol aujourd'hui, par exemple. Avec 100 dollars, par exemple, on pourrait acheter l'équivalent de 10 sols. En fait, ça ressemble finalement à du trading avec levier, sauf que la différence ici, c'est qu'il n'y a pas de liquidation basée sur le prix du sol. En fait, la liquidation, elle intervient que si le loan n'est pas remboursé, enfin si l'emprunt n'est pas remboursé à la date limite, ce qui permet en fait d'investir sans pour autant prendre le risque du sol qui fluctue en prix, et sans se faire liquider là-dessus. Je pense que c'est une autre manière d'investir. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas les fonds sur son wallet, et que, imaginons, le sol perd 20% maintenant, et qui sait que demain il aura les fonds, ça lui permet en fait d'acheter beaucoup plus que ce qu'il pourrait, et de demain rembourser son mortgage finalement, et de récupérer les sols qu'il a achetés moins cher la veille. Et voilà, donc c'est pareil, encore une fois, c'est une autre façon d'investir. Et aussi d'ailleurs le support en fait des RWA bientôt, qui sont les Real World Assets, qui sont en fait des biens en fait de la vraie vie, on va dire, qui sont eux-mêmes tokenisés en fait. Donc par exemple un appartement qu'on peut tokeniser,
voiture, une Ferrari, une Rolex, peu importe, qui permet en fait, en tokenisant cet asset, derrière, on pourrait prendre un emprunt en utilisant la Ferrari, l'appartement ou autre comme collatéral. Et donc ça aussi, c'est une des features qui arrivent bientôt chez nous aussi, parce que notre but finalement, c'est de pouvoir prêter sur n'importe quel type d'asset et d'offrir du lending absolument partout, quoi, en fait. Nous, c'est vraiment notre but, c'est de démocratiser ça en le rendant le plus safe possible pour les utilisateurs. Donc, à quel prix? Ben, le prix, c'est qu'ils vont payer beaucoup plus cher en intérêt parce que forcément, le prêteur, pardon, prend beaucoup plus de risques qu'un protocole classique. Mais derrière, je trouve que l'emprunteur est plus safe, on va dire. Donc voilà. Yes, merci pour les précisions. Du coup, sur le RWA, vous avez déjà des typologies d'actifs ou pas forcément en vue? C'est-à-dire par typologie d'actifs, des achats sous-jacents, tu veux dire, le Ouais, genre c'est ça. d'actifs? Ben, en fait, ce serait n'importe quoi finalement puisque, le produit final, c'est un token à la fin, Yes. donc un NFT quoi, quelque part. Notre protocole a été construit autour de ça, en fait, à chaque fois. Donc donc je veux dire, ça pourrait être n'importe quoi. Si quelqu'un tokenise, sa Rolex, par exemple Forky font ça, il me semble et derrière, il pourrait, voilà, utiliser ce token qu'il récupère ensuite après avoir tokenisé sa Rolex. Derrière, il peut l'utiliser en collatéral. Et en fait, en général, ce qui se passe, c'est que celui qui possède le token, donc le NFT qui représente la montre ou l'asset sous-jacent qui a été collatéralisé avec, possède finalement l'asset qui est en dessous. Donc, par exemple, si demain je tokenise une montre, j'ai le token, je peux aller sur Rain, prendre un emprunt en utilisant ce token, parce que le prêteur, lui, il sait qu'il prête en fait sur une Rolex, imaginons. Et derrière, si moi je repaye pas mon emprunt, ben, c'est le prêteur qui récupère le token et qui donc lui peut récupérer la Rolex et la revendre ensuite, ou même refaire un emprunt avec, peu importe. Et l'avantage avec ça, c'est que ça permet de faire des emprunts sur des objets qui sont pas destinés en fait à être utilisés en collatéral. Sauf par exemple aux États-Unis, par exemple, il y a les prêteurs sur gage. Là-bas, là, c'est un peu la même chose qu'un prêteur sur gage, mais en crypto, en utilisant un token. Et ça, je pense que ça va faire partie des grosses narratives à venir sur le prochain bull run qu'on aura en crypto. Les RWA vont clairement être au centre du sujet, je pense. Et je suis pas le seul à le penser. BlackRock a fait une grosse étude là-dessus et pense la même chose. Donc voilà, c'est sur ça qu'on pense qu'il y a beaucoup à faire là-dedans et c'est ça qui est intéressant. Alors ce que je te propose du coup, c'est qu'on revienne à des questions peut-être un peu plus personnelles, mais comme toi, tu es dans l'écosystème quand même Solana depuis un petit moment, s'il y avait quelqu'un qui voulait builder dans cet écosystème, voilà, toi, avec le retour d'expérience que tu as, qu'est-ce que tu lui conseillerais ou serait quoi, voilà, les deux, trois trucs que tu voilà, conseillerais de faire avant de se lancer et de foncer tête baissée? Alors ça dépend parce que moi j'ai plus une pensée de développeur, on va dire, le marketing, etc. C'est beaucoup moins mon truc, mais disons que si un développeur nous écoute, qui souhaite se lancer sur Solana, bah déjà ça dépend de si c'est un développeur de formation ou si c'est plutôt un autodidacte, parce que moi j'ai appris en autodidacte en fait, donc j'ai pas vraiment le même schéma de pensée, on va dire, qu'un développeur classique, parce que quand on apprend soi-même, en fait, vu qu'on apprend différemment, finalement, on fonctionne différemment aussi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de pouvoir donner des conseils un peu globaux, on va dire. Moi, je dirais ce serait en fait de bien lire la doc. En fait, maintenant, il y a énormément de documentation, quoi, d'utiliser Encore, par exemple, pour faire des programmes en Rust et de pas y aller avec la version native de Solana parce que c'est très vite arrivé d'oublier un check dedans et d'avoir donc un exploit dans son programme, alors que Encore sécurise ça quand même très très bien. Ils ont une documentation très très complète. Il y a énormément d'infos maintenant sur GitHub, etc. pour trouver. Donc c'est beaucoup plus simple maintenant, je trouve. La barrière d'entrée est moins élevée qu'avant, parce qu'en 2021, il y avait juste absolument rien, quoi. Le seul code qu'on avait, c'était le code source de Solana comme exemple, et c'est tout. Donc moi, je dirais de bien lire les documentations, de rejoindre des groupes Discord aussi. Ça, je pense, c'est super important pour trouver de l'aide, se faire aider. Je sais que Solana a aussi un Stack Overflow. Ça peut être très intéressant aussi de poser ces questions là-bas si on en a ou si on rencontre des bugs. Qui a quand même une communauté qui aide toujours énormément. De pas hésiter aussi à aller sur Twitter et de poser ces questions sur Twitter en fait en taguant des développeurs connus sur Solana, parce que très souvent ils aident volontiers en fait à onboard des nouvelles personnes. Et voilà quoi, en fait ça reste finalement assez classique. Et l'autre chose aussi, c'est si vous croyez en votre projet, il faut juste pas le lâcher. C'est peut-être pas celui-là qui marchera, ça sera peut-être le prochain ou peut-être encore celui d'après. Mais voilà quoi, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. On est encore qu'au tout début de tout ça, même si on a le BTC qui est remonté assez haut en valeur. Il y en a plein, j'entends plein me dire que les cryptos, c'est déjà trop tard pour rentrer ou même faire quoi que ce soit dessus. Moi, je pense qu'au contraire, c'est toutes les entreprises qui existent maintenant, je suis quasiment sûr qu'à part une ou deux, il y en aura plus une seule qui existera d'ici 5 ans.
Donc, il y a encore tout est possible, quoi, en fait. Surtout, par exemple, rien que les marketplaces, où tous les 6 mois, le leader change finalement, quoi, en fait. Il y a toujours un nouveau concurrent qui arrive à battre tout le monde. Et c'est le jeu, quoi, en fait. Et c'est ce qui fait que le marché est très vivant. Et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours garder espoir et continuer de bosser sur son truc si on y croit. Et voilà, de pas lâcher, quoi, en fait. Que oui, ça va pas être facile. Oui, il y a beaucoup de travail. Mais le jeu en vaut la chandelle, je trouve. Pour les gens qu'on rencontre, etc., c'est sympa, je trouve. D'aller aux événements aussi. Même s'il y a des événements crypto qui sont organisés, ça, c'est super important. Pour rencontrer du monde, des développeurs, des VC si vous avez besoin de lever des fonds, ou des profils marketing aussi si vous en avez pas. Voilà, moi c'est ce que je conseille le plus. Ouais, c'est le networking est super important, mine de rien, parce que c'est quelque chose où je consacrais très peu de temps avant ça. Et je me rends compte qu'avec le temps, ça aide énormément, parce qu'il y a toujours un moment où on a besoin d'un truc en particulier. Et si on connaît des personnes qui sont calées là-dedans, ben voilà, vous avez juste à leur envoyer un message et leur demander. Et donc, ça évite d'avoir à galérer tout seul dans son coin, à vouloir tout faire tout seul, ce que je faisais avant. Et avec le temps, on apprend à faire différemment, même si moi-même, j'ai encore beaucoup de mal à faire ça. Mais voilà, l'idéal, ce serait de faire ça. Yes, bah écoute, merci, tu nous en as donné beaucoup plus que deux ou trois, et tant mieux, c'est top. Et tu nous partagerais Avec plaisir. ouais, tu nous partagerais un projet coup de cœur que tu as en ce moment, que tu suis particulièrement, ou une tendance si tu préfères, voilà, est-ce qu'il y a un truc qui te hype à fond en ce moment? En projet, je pense pas en avoir un en particulier, parce qu'il faut dire qu'à part Rain, je sors très peu la tête de l'eau, on va dire. J'ai quand même suivi ce qui se passait sur Solana récemment, mais disons qu'un projet que j'apprécie particulièrement depuis des années, et je suis content de voir tout le succès qu'ils ont maintenant, c'est Jupiter, l'agrégateur de swap sur Solana, qui est l'équivalent d'Uniswap en fait, mais sur Solana, parce que ouais, ils font un travail incroyable. Ils supportent un nombre d'utilisateurs et de transactions par jour qui est juste absolument colossal. Et les mecs sont toujours debout. Et justement, ils ont annoncé un airdrop là, qui est censé arriver en janvier. Euh, Ce qui a fait énormément de bruit sur Solana, c'est ceux dont tout le monde parle en ce moment. Mais voilà, je trouve qu'ils ont un produit qui est excellent. Et c'est beau de voir ça sur Solana. Et sinon, plus globalement, ouais, je dirais que c'est un peu tout ce qui se passe lié à la DeFi en fait sur Solana en ce moment. Parce que Solana a clairement été conçu pour supporter de la DeFi. Bon, c'est les NFT finalement qui ont marché dessus en premier, mais la DeFi commence à se réveiller sur Solana. Et ça, c'est génial, je trouve, parce que c'est clairement la chain qui est faite pour ça. Parce que sur Ethereum, en payant des frais aussi gros pour chaque transaction, c'est juste pas possible et compliqué en fait pour la plupart des utilisateurs. Pour une whale avec 100 000 dollars dans son wallet, ça lui posera pas trop de problème de payer 80 dollars par swap. Pour quelqu'un avec 100 dollars, encore une fois, c'est impossible, alors que sur Solana, c'est tout à fait possible. Et donc, je pense que c'est quelque chose de très cool qui se passe, l'arrivée de la DeFi sur Solana et des RWA, j'espère aussi, qui commencent lentement, mais sûrement à se mettre en place, même si pour l'instant, c'est majoritairement sur d'autres chains, notamment Polygon et Ethereum aussi. Donc voilà, j'espère que ça viendra sur Solana, et c'est des trends que je suis tout particulièrement, on va dire. Ok, bah merci pour les partages. Alors du coup, on arrive déjà à la dernière question. Le temps passe vite, alors je te demanderai une réponse assez courte si tu peux, mais voilà, si, Pas de si tu avais souci, une ouais. feuille blanche et puis un crayon, et que tu me dessinais ton Web3 idéal dans 10 ans, à quoi il ressemblerait? C'est une bonne question, ça aussi. À quoi il ressemblerait? Bah, déjà, plus de wallet avec des clés privées et tout ça, en fait, parce que c'est très très compliqué. En fait, il suffit d'expliquer à une personne, enfin, qui est pas dans les cryptos, de lui parler de clés publiques et de clés privées, et ça y est, on l'a déjà perdu. Donc déjà de rattacher en fait le wallet à autre chose. Euh, et d'avoir, oui, moi j'aimerais idéalement quelque chose de complètement décentralisé, mais le souci c'est que ça va pas du tout à nos gouvernements. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que ma réponse sera forcément utopique, quoi. Mais oui, ce serait d'un Web3 complètement décentralisé, avec des fonds d'assurance smart contract qui se font hacker, par exemple. Ça, je pense, c'est quelque chose qui changerait beaucoup en crypto, parce que pour l'instant, quand il y a un hack, c'est tout le monde qui y perd et on retrouve jamais le mec, bien souvent. Donc, euh, donc ouais, ce serait un monde où le monde de lui-même utilise beaucoup, quasiment tout le temps, la crypto. Et ça, je pense qu'on s'y dirige clairement avec un maximum de décentralisation. C'est comme ça que je le verrais au mieux. Et avec la finance, enfin, ouais, toute la finance qui utilise la crypto. Et je pense que ce serait bien mieux, rien qu'en termes de transparence envers les gens, notamment les gouvernements, etc. Ça permet de suivre en fait les finances d'un pays sans, voilà, où on sait où va l'argent de notre pays, on sait pourquoi on paye des impôts, on sait pourquoi. Voilà, ça aiderait, je pense. Ça aiderait à plus de transparence, d'avoir quelque chose de complètement décentralisé. Et c'est quelque chose qui serait beau à voir. Maintenant, je pense pas que ce soit réalisable dans les faits, mais voilà l'idée.
Yes, bah ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Effectivement, moi aussi, j'espère, j'espère que la décentralisation restera forte, même si souvent, voilà, on l'oppose aussi à l'adoption et on a l'impression qu'on peut pas être décentralisé pour avoir une adoption de masse, mais je pense pas que ce soit le cas. Enfin bon, Exactement, ouais. c'est cet éternel débat, quoi. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Quentin, d'avoir pris le temps voilà, d'enregistrer cet épisode de Behind the Chain. C'était vraiment cool. Merci beaucoup voilà, pour tous tes apports bah, sur l'écosystème Solana, sur comment voilà, on peut builder sur celui-ci, sur voilà, tout ce que tu as pu expliquer de manière relativement pédagogique sur la DeFi, parce que c'est pas toujours évident à expliquer. Et bah, écoute, je vous souhaite le meilleur pour Enfi. Et puis bah, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs pour conclure. Ouais, ouais, pas de souci. Bah, écoute, bah, merci à toi surtout pour l'invitation. C'était super cool. Les questions étaient très pertinentes. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc ouais, j'ai fait au mieux. J'ai essayé d'être pédagogue au mieux. C'est pas trop mon truc, la pédagogie en général. Mais voilà, avec le temps, j'essaie de m'améliorer. Et voilà, bah, écoutez, je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis voilà, bah, je vous souhaite aussi à tous le meilleur dans vos projets, à toi aussi. Et voilà, si vous travaillez sur des projets, il faut rien lâcher et il faut toujours y croire. C'est ce que je dis tout le temps, même si des fois il y a des hauts et des bas. Tôt ou tard, ça finit toujours par payer le travail. Donc, euh, donc voilà, il faut croire en ces trucs et foncer. Il faut, voilà, rien n'est trop tard. Tout est encore à faire, je pense, en crypto. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, et merci tout le monde pour nous avoir écoutés. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci Quentin. Et ouais, merci pour aussi la grande dose d'optimisme que tu nous donnes. Et puis, ouais, on partagera toutes les ressources et tous les liens de ce que tu as pu citer au cours de l'épisode. Et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.